Face à nous se dresse l'imposante façade du château de Puyvert. Derrière ces murailles se cachent près de 9 siècles d'histoire. Si un premier château existait déjà au XIIe siècle, il n'en subsiste aujourd'hui que très peu de vestiges. À cette époque, la forteresse appartient à la famille de Congost, qui exerce son autorité sur la seigneurie de Puyvert. Son rôle est alors essentiellement défensif. Surveiller le Kerkorbe, protéger les habitants et contrôler les voies de passage qui traversent cette région stratégique du pays d'Oc. Mais l'histoire du château prend un tournant décisif en 1210. En pleine croisade contre les Cathares, les troupes de Simon de Montfort assiègent la forteresse. Après plusieurs jours de résistance, le château est pris et passe sous le contrôle des croisés. Quelques décennies plus tard, la seigneurie est confiée à la famille de Bruyères. C'est Thomas de Bruyères qui entreprend, au début du XIVe siècle, la construction du château que nous admirons aujourd'hui. Plus vaste, plus solide et mieux adapté aux techniques militaires de son époque, il affirme autant la puissance de son seigneur qu'il assure la défense du territoire. Voici le cœur du château, le donjon. Édifié au début du XIVe siècle par Thomas de Bruyères, il constitue l'élément le plus prestigieux et le mieux conservé de la forteresse. Avec ses près de 35 mètres de hauteur, il domine toute la vallée du Kerkorbe et témoigne de la puissance de son seigneur. Contrairement à une simple tour de guet, le donjon est le véritable centre du pouvoir. En cas d'attaque, il représente le dernier refuge des défenseurs. Mais c'est aussi un lieu de résidence, où le seigneur et sa famille vivent une partie de l'année. Ces murs, particulièrement épais, offrent une protection efficace contre les assauts. Les ouvertures, peu nombreuses au niveau inférieur, limitent les points faibles, tandis que les étages supérieurs bénéficient de fenêtres plus larges, apportant davantage de lumière et de confort. En levant les yeux vers son sommet, on imagine facilement les guetteurs scrutant l'horizon, prêts à signaler le moindre danger. Depuis cette position dominante, il était possible de surveiller les routes, les villages alentours et les montagnes environnantes. Cette cour rectangulaire mesure près de 3200 mètres carrés, qui servait autrefois de lieu pour les tournois et les fêtes des chevaliers. Fermés par des murs de défense, les murs sont gardés par des tours, 8 à l'origine. Aujourd'hui, il ne subsiste que 5 tours encore visibles. Ce lieu a accueilli de nombreux troubadours célèbres au XIIe et XIIIe siècle. Enfin, l'immense cour et l'architecture du château ont servi de décor à plusieurs films, notamment La 9e porte de Roman Polanski et La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier. Le château de Puyvert ne se résume pas à son histoire. Il abrite aussi une vieille légende. Il y a bien longtemps, en l'an 1289, la plaine qui entoure aujourd'hui le château était occupée par un vaste lac. À cette époque, une princesse venue d'Aragon séjournait régulièrement à Puyvert. Chaque soir, elle quittait le château pour rejoindre un étrange rocher sculpté par la nature en forme de trône. Assise face aux eaux paisibles, elle aimait contempler le paysage et se perdre dans ses pensées. Mais un jour, la tristesse envahit son cœur. La légende raconte qu'elle pleura si longtemps que les eaux du lac montèrent peu à peu, jusqu'à engloutir son trône de pierre. Touché par son chagrin, un troubadour lui fit une promesse. Il retrouverait son siège, quoi qu'il en coûte. Il entreprit alors d'ouvrir le barrage naturel qui retenait les eaux du lac afin d'en faire baisser le niveau. Mais rien ne se passa comme prévu. Le barrage céda brutalement. Une vague immense déferla dans la vallée, emportant tout sur son passage et la princesse elle-même. Depuis ce jour, la tradition raconte que son esprit erre encore autour de Puyvert. Certains disent que lorsque le brouillard recouvre la vallée ou que la lune éclaire les ruines du château, on peut apercevoir une silhouette vêtue de blanc, toujours à la recherche de son trône disparu.
Voici la salle basse du donjon. À l'époque de sa construction, au début du XIVe siècle, cette pièce avait probablement une fonction bien différente de celle que l'on imagine aujourd'hui. Grâce à sa température fraîche et constante, elle servait avant tout de réserve, où étaient conservées les provisions nécessaires à la vie du château, céréales, vin, salaisons et autres vivres indispensables, notamment en cas de siège. Au fil des siècles, cette salle aurait ensuite été utilisée comme cachot. Isolée, sombre et difficile d'accès, elle constituait un lieu idéal pour enfermer des prisonniers. Les conditions de détention y étaient particulièrement éprouvantes. Très peu de lumière, une humidité permanente et des murs épais qui isolaient presque totalement les détenus du monde extérieur. En observant ces pierres et cette obscurité, cette salle fut autrefois remplie de réserves et celle d'un lieu d'enfermement où le temps semblait s'être arrêté. La chapelle du donjon est l'un des espaces les plus prestigieux du château. Construite au XIVe siècle. À cette époque, le donjon est réservé à la réception des hôtes de marque. La chapelle devient alors la salle la plus richement décorée du château, car c'est ici que les visiteurs pouvaient mesurer le raffinement, la richesse et le pouvoir du seigneur des lieux. L'un de ses éléments les plus remarquables est cette fontaine liturgique. Utilisée pour la scène, elle coulait durant l'office grâce à un homme posté sur la terrasse qui l'alimentait en eau. Un dispositif exceptionnel que l'on rencontre très rarement dans les châteaux médiévaux. En levant les yeux, la clé de voûte représente le couronnement de la Sainte Vierge. Juste à ses pieds, Saint Michel terrasse le dragon, symbole de la victoire du bien sur le mal. Observez également les culs de lampes qui soutiennent les nervures de la voûte. Sculptés en diable vociférant, en laïc se bouchant les oreilles, ou encore en moine et en ange, ils laissent encore aujourd'hui libre cours à l'interprétation. Enfin, l'architecte a imaginé une astuce remarquable. Bien que la salle soit presque carrée, avec environ 8 mètres de côté, il a volontairement désaxé 2 nervures de la voûte afin de guider naturellement le regard vers le chœur et l'autel. On peut également admirer dans les vitrines de la chapelle une exposition consacrée au filage et au tissage médiéval. Elle rend hommage au tisserand cathare et perpétue la mémoire de ce savoir-faire ancestral. Cette salle est sans doute l'une des plus emblématiques du château de Puyvert. De même dimension que la chapelle, et construite selon une architecture parfaitement symétrique, elle était au XIVe siècle réservée aux réceptions. On y partageait les repas, on y discutait politique, on y scellait des alliances, mais surtout on s'y divertissait au son de la musique et de la poésie. Les 8 culs de lampes sculptés qui soutiennent la voûte représentent chacun un musicien jouant d'un instrument différent. Il s'agit d'un ensemble exceptionnel en Europe, témoignant de l'importance accordée à l'art et à la culture au sein de la seigneurie de Puyvert.
En clé de voûte, un écu parti Bruyères et Melun nous rappelle ses commanditaires. Bruyères, d'or au lion de sable, à la queue nouée et fourchue. Melun, d'azur aux 7 besants d'or posés, 3-3-1 au chef de même. Une reproduction de la célèbre tapisserie de la Dame à la licorne, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art médiéval. L'original de la Dame à la licorne est une série de 6 tapisseries tissées vers 1500. La scène représente une dame entourée d'une licorne et d'un lion, dans un décor foisonnant de fleurs et d'animaux. Souvent interprétée comme une allégorie des 5 sens, elle demeure encore aujourd'hui entourée de mystères, notamment à travers la célèbre 6e tapisserie portant l'inscription « À mon seul désir ». Voici la salle des gardes. Malgré son nom, il ne faut pas la confondre avec une salle d'armes ou un corps de garde. Cette pièce était avant tout un lieu d'administration et de justice. On y conservait les archives, les livres, les actes notariés et les documents importants de la seigneurie. C'est également ici que le seigneur rendait la justice, entouré de ses hommes de confiance, et que les actes officiels étaient signés devant témoins. Le sol étant au même niveau que la cour, les fenêtres ont été surélevées. De petits escaliers permettaient d'y accéder, tandis que des bancs en pierre, appelés cou-sièges, étaient aménagés afin de profiter de la lumière naturelle. Avec ses 8 mètres de côté et près de 7 mètres de hauteur, cette salle aux lignes sobres inspirait le respect. Son architecture invitait les visiteurs à faire preuve d'humilité, à s'exprimer avec clarté et surtout à peser chacun de leurs mots.
Le château cathare de Puyvert, aussi appelé le château des troubadours, demeure aussi le symbole d'une époque où l'art, la musique et la poésie occupaient une place essentielle dans la vie seigneuriale. Dès le XIIe siècle, avant même la construction du château actuel, les seigneurs de Puyvert étaient réputés pour accueillir troubadours et trouvères. Ces poètes musiciens parcoururent les cours d'Occitanie, chantant l'amour courtois, les exploits chevaleresques et les grandes épopées médiévales. La tradition raconte même qu'un célèbre concours de troubadours aurait été organisé ici, faisant de Puyvert l'un des hauts lieux de la culture occitane. Aujourd'hui encore, en parcourant ces salles chargées d'histoire, il est facile d'imaginer les mélodies résonner sous les voûtes, les banquets se succéder et les récits des troubadours captiver les invités jusqu'à la tombée de la nuit.